1914. À cette époque, de nombreux pays européens expriment un nationalisme fort et même un désir d'expansion. L'assassinat le 28 juin de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est l'étincelle qui fera éclater cette tension. Le meurtre ayant été commis par un nationaliste serbe de Bosnie, l'Autriche-Hongrie, encouragée par l'Allemagne, réclame réparation au royaume serbe. Pendant ce temps, des alliances s'activent, des armées sont mobilisées. Nous sommes aux portes de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne et son allié, l'Autriche-Hongrie, combattent sur plus d'un front. À l'Est, l'Empire allemand en découd dès la fin de l'été avec la Russie, dont les troupes avancent en Prusse orientale pour soutenir la Serbie. À l'Ouest, les troupes allemandes traversent la Belgique, neutre. Elles veulent ainsi contourner les troupes britanniques et françaises qui sont massées à la frontière allemande. Les Alliés sont battus à Mons, en Belgique, et amorcent une retraite qui durera 15 jours. Mais l'armée allemande est trop étirée. Elle est arrêtée près de Paris lors de la bataille de la Marne. 600 voituriers parisiens sont mis à contribution pour transporter les renforts au front. Cet épisode porte le nom des taxis de la Marne. Incapables de vaincre, Alliés et Allemands s'enterrent dans les tranchées. La guerre se déroule aussi sur la mer. Des sous-marins allemands U-boat attaquent des croiseurs alliés dans l'Atlantique. Un autre front s'ouvre lorsque l'Empire ottoman joint l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Les affrontements s'étendent aux colonies des belligérants, en Afrique et en Asie. L'arrivée du printemps concorde avec une intensification des grandes batailles. Des combattants canadiens participent à la seconde bataille d'Ypres, en Belgique, pour endiguer la poussée ennemie. C'est là, pour la toute première fois, que des gaz mortels sont utilisés. C'est aussi au printemps que le front d'Asie mineure s'embrase avec le débarquement des troupes françaises et britanniques dans la péninsule de Gallipoli, dans le détroit des Dardanelles. La bataille dure jusqu'au début de l'année suivante et fait plus de 300 000 tués, blessés et portés disparus. Elle se terminera par un humiliant retrait des Alliés. Un autre front s'ouvre dans les Alpes lorsque l'Italie, qui était demeurée hors du conflit, se range aux côtés de la France, de la Russie et de la Grande-Bretagne. Au large des côtes irlandaises, un U-boat torpille le paquebot anglais Lusitania. Parmi les centaines de morts, 128 Américains. Les États-Unis ne l'oublieront jamais. Verdun. Ce nom résume à lui seul cette guerre, une énorme boucherie. Les Allemands veulent saigner l'armée française à blanc. Durant des mois, Allemands et Français multiplient les attaques et s'échangent les positions. Des centaines de milliers d'obus pleuvent de part et d'autre, et pour la première fois, les Allemands se servent de lance-flammes à grande échelle. Les Français, dirigés par le général Pétain, tiennent bon. Les Allemands, épuisés, abandonnent la bataille quelques jours avant Noël. Cette victoire a un prix. 163 000 Français et 143 000 Allemands sont tués ou portés disparus. Pour soulager leur allié français, les Britanniques lancent durant l'été une offensive sur le front de la Somme. Malgré l'introduction des chars d'assaut, l'offensive s'enlise. Le nombre total de tués, blessés ou portés disparus dépasse le million d'hommes. Le président américain Woodrow Wilson demande aux deux chambres du Congrès de déclarer la guerre à l'Allemagne. D'abord parce que l'Allemagne viole sa promesse de ne pas attaquer les navires américains, mais aussi parce qu'elle incite le Mexique à entrer en guerre contre les États-Unis. Dans le nord de la France, les Canadiens passent à l'offensive sur la crête de Vimy. La bataille dure 3 jours. Les Canadiens l'emportent, mais quelques 10 000 soldats du pays sont tués, blessés ou portés disparus. Sur le front Est, la population russe, exaspérée par la guerre, se révolte. Lénine rentre au pays, suivi par Trotsky. Les bolcheviks s'emparent du pouvoir et entament des négociations de paix avec les empires centraux. Au Canada, la volonté du premier ministre Robert Borden d'imposer la conscription provoque la colère des Canadiens français. Des manifestations et des émeutes auront lieu jusqu'à la fin du conflit.
Les batailles font rage sur tous les fronts, sauf à l'Est où Allemands et Russes signent à la fin de l'hiver les accords de Brest-Litovsk. Libérée de ce front, l'Allemagne concentre ses forces à l'ouest pour une dernière offensive, avant l'arrivée massive des Américains. Elle surprend les Parisiens avec des obus tirés à 120 km de distance. Les résultats sont terrifiants, mais limités. L'offensive de l'armée allemande est d'abord un succès, mais son élan est arrêté lors de la seconde bataille de la Marne. Les Alliés passent ensuite à l'attaque. Ils ne s'arrêteront plus. La population allemande est affamée et en colère. La grogne gagne les troupes. Les marins se mutinent. Le 9 novembre, l'empereur allemand Guillaume II s'enfuit aux Pays-Bas, qui sont restés neutres. L'armistice est signé dans la forêt de Rotonde le matin du 11 novembre. À 11 heures, les armes se taisent. Le traité de Versailles suivra le 28 juin 1919, 5 ans, jour pour jour, après l'assassinat de François Ferdinand, après 9 millions de morts.